Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand format de Smart Impact que je vous propose aujourd'hui. 1 heure d'émission pour creuser les enjeux de transformation environnementale et sociétale avec un grand entretien, 26 minutes et cette question prêt pour l'impact que je pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans notre économie. C'est Benoît Hamon, le président de ESS France et directeur général de Singa qui répondra tout à l'heure. Pour commencer cette émission, je reçois dans une minute Pauline Villain, chef de projet à l'Observatoire de l'immobilier durable. On parlera de BAT Adapt, c'est un outil de cartographie des risques proposé aux entreprises et aux collectivités locales. Dans notre débat, je vous présenterai les innovations durables mises en avant lors de l'Explore Summit qui s'est tenu il y a quelques jours à la station F à Paris. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Kiléo qui propose aux entrepreneurs d'ouvrir un compte bancaire éthique garanti sans financement d'énergie fossile. Voilà pour les titres, c'est parti pour ce Smart Impact en format XXL. L'invité de ce Smart Impact, c'est Pauline Villain. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes chef de projet de l'Observatoire de l'immobilier durable et de RAR. On va découvrir tout à l'heure ce qu'est RAR. Mais d'abord, l'Observatoire de l'immobilier durable, créé il y a une douzaine d'années, en 2012. C'est quoi ? Alors, l'Observatoire de l'immobilier durable, c'est une association, loi 1901, qui a été créée effectivement en 2012 pour accompagner l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de l'immobilier à monter en compétence sur les questions de transition écologique. Donc on trouve quoi, des grandes entreprises du secteur immobilier, c'est ça ? Tout à fait, des grandes entreprises du secteur de l'immobilier, des promoteurs, des asset managers, plein de corps de métier. On a aussi des bureaux d'études et des maîtres d'œuvre. Donc on couvre vraiment tout l'ensemble du secteur, y compris les banques et les assurances. Qui ont des problématiques de gestion immobilière. Ouais. Donc ce sont des entreprises qui sont concurrentes tous les jours, mais qui là cherchent quoi, à inventer, à trouver des solutions ensemble, peut-être à valider des solutions ? Alors, effectivement, l'OID s'appuie beaucoup sur l'intelligence collective pour mettre en commun, partager des retours d'expérience et essayer effectivement de monter en compétences collectivement. On a des gens qui peuvent être en concurrence, mais on a aussi beaucoup de demandes de mise en réseau, de création d'écosystèmes pour partager les solutions, les bonnes pratiques et avancer ensemble sur la question de la transition écologique. Alors, on va prendre des exemples, peut-être des exemples de défis sur lesquels vous travaillez et puis peut-être justement de bonnes pratiques qui en une douzaine d'années ont émergé. D'abord, sur quels défis vous travaillez principalement ? Alors, initialement, l'OID, donc l'Observatoire de l'immobilier durable, était plutôt tourné vers les questions de finances responsables et avec la montée en maturité de l'ensemble des acteurs, on a aussi développé de nouvelles thématiques. Donc aujourd'hui, on va dire 3 axes. Le premier, ça serait les questions de territoire résilient, axe dans lequel j'interviens avec la thématique adaptation au changement climatique, mais on retrouve aussi un groupe de travail sur la biodiversité et un autre sur l'eau. On aurait un axe de travail qui serait plus lié aux questions de gouvernance avec notamment la finance responsable et un axe de travail un peu plus international avec les problématiques européennes pour mettre en commun les acteurs sur les questions immobilières à l'échelle européenne. On va parler de cet outil de cartographie des risques là, qui s'appelle BAT Adapt, mais d'abord une bonne pratique autre que ça. Voilà, un exemple de bonne pratique qui a émergé et qui finalement se diffuse dans le secteur. Alors, nous, par exemple, on a développé un guide des actions adaptatives en 2021. Il a été mis à jour en 2024, en janvier dernier, pour proposer donc tout ce qui est possible en termes d'adaptation au changement climatique avec des solutions concrètes qui touchent l'ensemble des parties d'un bâtiment, par exemple. Ça va être des éléments structurels, ça va être plutôt des questions de pratique, de changement des comportements. Donc, c'est un guide vraiment pratico-pratique mis à disposition de l'ensemble des acteurs et qu'on retrouve notamment sur nos outils justement pour essayer d'orienter de nouvelles manières de faire dans le secteur immobilier. Alors, on va parler de ce BAT Adapt, mais d'abord il faut dire ce qui est RAR. Alors ça s'écrit
R4RE, ça se dit rare. C'est quoi? C'est une plateforme que vous proposez aux professionnels du secteur? Oui, alors c'est la plateforme Resilience for Real Estate, qui est donc une plateforme numérique qui héberge l'ensemble des outils qui sont produits par nos équipes. Pour le moment, on a 2 outils majeurs. Le premier, c'est l'outil historique, donc Batadapt, qui vise l'analyse des risques climatiques pour le bâtiment. L'autre outil, ça serait Biodibat, qui donc lui s'intéresse aux enjeux de biodiversité pour les bâtiments. Et Batadapt a un jumeau depuis 2024, ou un cousin, on pourrait dire, qui est Batadapt Territoire, et qui lui, ça toujours traite des risques climatiques, mais à l'échelle des territoires, donc plutôt adressé aux collectivités territoriales. Bon, ça me fait 3 thèmes, il nous reste 6-7 minutes, c'est parfait, le timing est bon. Ce module d'analyse des risques climatiques, donc Batadapt, comment ça marche en fait? Qu'est-ce que ça offre aux entreprises du secteur? Alors, la connaissance des risques auxquels elles sont confrontées, en fait? Oui, c'est ça. RAR est fondé sur un modèle unique qui vaut pour tous ces outils. C'est-à-dire qu'on a une partie interface cartographique pour visualiser. C'est donc un outil de sensibilisation et de compréhension des enjeux auxquels le secteur est exposé. On a une partie qui est plutôt liée au diagnostic. Donc, on va diagnostiquer les enjeux de biodiversité ou les risques climatiques. Et la troisième partie serait plutôt des recommandations. Recommandations d'action. Donc, c'est-à-dire, après qu'on ait le diagnostic, qu'est-ce qu'on peut faire. Pour Batadapt, donc, on a des modèles d'analyse climatique qui sont fondés sur, d'une part, l'exposition à certains aléas, et l'autre qui est une analyse des vulnérabilités intrinsèques au bâtiment. Ces vulnérabilités, elles sont analysées via un formulaire qui vise à caractériser donc, tout ce qui est vraiment propre au bâtiment du point de vue structurel et fonctionnel, mais aussi les enjeux d'usage. Mais ça veut dire, oui, alors on va en venir aux enjeux d'usage parce que c'est très important, mais ça veut dire que je suis promoteur immobilier, je peux à la fois me poser la question de ce que j'ai déjà construit, de ce que je possède déjà ou de ce que je gère déjà, et entrer dans la machine, pardon d'employer des termes un peu simples, un projet, une localisation, le risque d'inondation dans la région, c'est tout ça qu'on va avoir? On peut faire tout ça, effectivement. On traite aussi bien l'existant, on traite plus l'existant, mais on traite aussi tout ce qui est projet. De manière générale, l'outil Biodibat a développé un parcours spécifique projet pour développer des scénarios. C'est en discussion aussi pour l'outil Batadapt. Mais donc, on peut adresser effectivement des bâtiments existants ou en projet pour évaluer leur exposition au risque d'inondation, au risque de retrait-gonflement des argiles, au risque de feux de forêt. On traite un certain nombre d'aléas climatiques en termes d'exposition et de vulnérabilité. Est-ce que ça permet... est-ce que ça a un impact sur l'assurance? Parce qu'en vous entendant parler de ça, on sait qu'il y a des particuliers qui ont de plus en plus de mal à s'assurer, on sait qu'il y a des communes qui ont de plus en plus de mal à s'assurer. Est-ce que c'est aussi un outil pour finalement créer une interface avec un assureur et le convaincre de continuer d'assurer un bien? A priori, c'est pas l'enjeu. C'est pas pour ça que vous l'avez créé. Non, c'est pas l'enjeu de notre outil, mais la question assurantielle est de plus en plus criante pour l'ensemble du secteur. Effectivement, il y a des territoires qui peinent à être assurés aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut faire, c'est surtout proposer des solutions pour maintenir la valeur des biens et confirmer leur assurabilité sur le long terme en proposant notamment des recommandations d'action adaptative. Est-ce que c'est plus difficile en matière de biodiversité parce qu'il y a peut-être moins de métriques. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quand on parle climat, bilan carbone, c'est relativement simple. Quand on parle de biodiversité, c'est peut-être un peu plus compliqué, non? Pas forcément. Pas forcément. L'équipe biodiversité, via Biodibat, développe des indicateurs co-construits avec certains partenaires dans des programmes de recherche appliquée. Non, des indicateurs sur l'éco-bénéfice, notamment liés à la biodiversité, des questions d'impact sur la biodiversité des projets immobiliers également. Donc, il y a tout un tas de métriques qui sont également possibles pour les enjeux de biodiversité, même s'ils sont moins connus parce que c'est une thématique qui est moins en vogue ces derniers temps. Qui sont les utilisateurs on va parler après, il nous restera 2 minutes des territoires, mais de Batadapt aujourd'hui?
Les utilisateurs de BATADAPT sont principalement des directions RSE, notamment pour des enjeux de reporting, la taxonomie européenne. Donc il s'agit de diagnostiquer l'exposition et les vulnérabilités des actifs qui sont en leur position ou en leur gestion, et de pouvoir mettre en place des plans d'action pluriannuels, donc à 5 ans, pour garantir l'adaptabilité des biens qui sont exposés aux risques climatiques. Et alors, pourquoi vous avez lancé une version territoire ? Alors, on a lancé une version territoire parce que on voulait aussi permettre justement à ce que cet outil soit utilisé par des acteurs publics à l'échelle des collectivités qui n'auront pas forcément les mêmes problématiques bâtimentaires que des asset managers ou des promoteurs. On voulait adresser plutôt tout ce qui était lié aux équipements, aux infrastructures qui sont propres aux collectivités territoriales, avec une prise en compte des enjeux qui sont spécifiques, notamment on a tout le secteur du scolaire et du médical, avec des vulnérabilités qui vont être différentes parce qu'on a des publics plus sensibles. Alors c'est plus récent, mais il y a déjà des exemples de décisions, d'adaptation qui sont prises après avoir cartographié les risques d'un territoire ? Pour le moment, l'outil, oui, c'est un peu trop tôt. Et surtout que BATADAPT Territoire, c'est une initiative qui a été financée par l'ADEME. Et initialement, il y avait 2 régions test. Donc pour le moment, c'est un outil qui ne couvre pas l'intégralité du territoire français. Dans quelle région c'est testé ? Alors, les Hauts-de-France et l'Île-de-France. L'objectif, ça va être ça, de pouvoir prendre des décisions, engager des travaux éventuellement sur tel ou tel bâtiment ? Ça permet de prioriser, effectivement, en fonction de l'exposition et de la vulnérabilité aux aléas climatiques, les travaux qui seraient à engager pour permettre à des immeubles ou des bâtiments de rester fonctionnels dans de bonnes conditions pour les utilisateurs, les usagers. Dernier thème, vous parlez d'un outil transparent sur la méthodologie. Pourquoi c'est important ? Alors c'est important parce qu'on n'est pas, on a un outil qui est innovant, mais on a d'autres personnes qui développent aussi des outils à peu près similaires, qui sont souvent des boîtes noires où les calculs qui sont réalisés derrière, les données d'entrée ne sont pas forcément clairement indiqué. Nous, on a comme ambition d'avoir une transparence absolue. Donc, tout est documenté. Nos référentiels techniques et scientifiques sont accessibles directement sur RAR, sans besoin d'être connectés ou quoi que ce soit. On peut retracer l'ensemble de la méthodologie qui a été mise en œuvre, les indicateurs qui ont été sélectionnés, qui proviennent de producteurs officiels de données, type l'ADRIAS de Météo France ou le BRGM, pour ne citer que. Et on explique pas à pas pourquoi on a sélectionné ces indicateurs, comment on les a analysés, comment on les a traités, comment on les a couplés, selon quelle équation. Donc voilà, donc pas de boîte noire chez nous. Merci beaucoup Pauline Villain et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, le forum, l'Explore Summit au programme. On parle de l'Explore Summit dans le débat de ce Smart Impact avec Sylvain Louradour. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le vice-président de 2050 Now, la maison, et vous publiez ce livre Regenerate the Future, c'est les tendances 2025 qui paraît tous les ans. Florence Di Nicola, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes directrice générale adjointe de 2050 Now, la maison. Alors je vous posais un peu la même question, on parle de quoi ? Je commence avec vous, tiens. À 2050 Now, la maison ? Ouais. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que 2050 Now, c'est une initiative qui a été incubée, projetée et qui est née au sein du groupe Les Échos Parisiens et qui a une ambition, on va dire, assez forte, qui est de rendre possible, contribuer à rendre possible le développement économique d'un monde compatible avec les limites planétaires. Et pour ce faire, on a 2 entités qui peuvent véhiculer, aider, accompagner les entreprises, parce qu'elles sont vraiment au cœur de ce dispositif. Il y a un média et une maison. Et nous, à la maison, notre rôle, c'est de rassembler des acteurs du monde scientifique et du monde économique pour permettre d'imaginer, de bâtir des nouveaux modèles qui peuvent être de production, d'organisation, de consommation, des modèles économiques quelque part. Et on a une palette d'outils pour accompagner ces entreprises. Dans cette palette d'outils, on a des formations, on a des do tanks. À la différence d'un think tank, on agit en coalition d'entreprises pour trouver des solutions, des conférences d'experts,
des événements et des publications, comme ce livre qui s'appelle Regenerate the Future et qui analyse les grandes tendances. On va évidemment rentrer dans le détail de ce livre, mais je reste avec vous sur les formations. C'est quoi une formation de chef d'entreprise ou une formation de manager proposée par 2050 La Maison ? Nous, on est convaincus qu'il faut outiller aujourd'hui les dirigeants, les managers, les directeurs pour vraiment porter, pivoter, transformer les modèles de leur entreprise. Il faut les convaincre, eux, pour que tout le monde en fait, il faut savoir comment on peut engager son entreprise. Déjà, il faut décider le cap qu'on a envie d'avoir. Et c'est pas facile, on est dans un monde en mutation perpétuelle. Donc, comment on se projette dans ce futur, c'est pour ça que ça s'appelle 2050 Now aussi, et comment après on est capable de rétropédaler pour se dire voilà la trajectoire que je veux et comment on transforme. Donc pour ce faire, il y a des leviers technologiques, il y a des leviers humains, managériaux, il y a aussi des nouvelles manières d'analyser et de projeter des business models, et c'est tout cela qu'on peut apprendre à la maison. Sylvain Loradour, ce livre, il sert à quoi ? C'est une sorte de vigie des innovations, des bonnes idées, des tendances, on peut dire ça ? Alors Vigie, oui, parce que c'est d'abord un livre élaboré avec 3 matières. La première matière, c'est une captation internationale, parce qu'on part du principe que l'innovation, c'est pas seulement la Silicon Valley. Une bonne idée peut se trouver au Pérou, au Kenya, en Islande, etc. Ça, c'est la première matière. Ou dans la Creuse. Voilà, évidemment, ou dans la Creuse, mais évidemment, la France est bien représentée d'ailleurs dans le livre aussi. Et donc Vigie, oui, c'est-à-dire au sens où on capte l'innovation, où elle se trouve. Deuxièmement, on a aussi 90 interviews dans ce livre d'experts vraiment pluridisciplinaires. Ça va d'artistes à des économistes, des entrepreneurs, etc. Et puis évidemment, toute la veille que nous effectuons toute l'année à 2050 Now à la maison. Donc c'est à la fois une vigie de ce qui existe, mais ce qui n'est pas connu. Donc nos clients partenaires prennent du coup 1 an à 2 ans d'avance en découvrant des choses qui existent, parce qu'on tient vraiment à ce que tous ces projets captés existent et fonctionnent, mais qui ne sont pas encore vraiment diffusés. Le point commun, on parle d'innovation durable. C'est quoi une innovation durable ? Alors très intéressant. C'est quoi le critère ? Oui, c'est quoi le critère ? Alors dans la recherche, on a 3 critères pour retenir ces fameuses 3000 innovations par an, puis après une centaine qui sont dans le livre. Le premier critère, c'est qu'elle fonctionne. J'en parlais. Le deuxième, c'est qu'elle soit, disons, constructive. Qu'elle préfigure un avenir plutôt constructif. Et puis aussi, la troisième, c'est qu'elle soit dans une optique de coalition intellectuelle par rapport à l'innovation. Voilà. Qu'elle fonctionne, c'est important, parce que l'idée, c'est de sélectionner pas seulement une bonne idée, mais aussi une entreprise, un business model qui fasse que si ça fait du bien à la planète ou à l'humanité, ça dure le plus longtemps possible. C'est un peu ça. C'est un peu ça, et c'est aussi en fait ces innovations qui permettent d'avoir des nouveaux modèles. Des nouveaux modèles de consommation, peut-être, des nouveaux modèles de production, des nouvelles manières de réfléchir, de décrypter, d'envisager le monde qui nous entoure aujourd'hui et peut-être de transformer la manière dont on travaille, la manière dont on... Mais est-ce que c'est un nouveau capitalisme finalement qu'on invente, ou est-ce qu'on reste finalement dans ce cadre-là ? Je ne sais pas lequel de vous deux. En tout cas, ce que je dirais, c'est que ces innovations sont ni pour ni contre le capitalisme. Aujourd'hui, les entreprises, si on part de là, possèdent un capital, mais aussi elles doivent prendre en compte un capital naturel. Voilà. Et aujourd'hui, on le sait, 55% du PIB mondial dépend directement ou indirectement des ressources naturelles, donc de la nature. Ce qui veut donc dire que, je ne sais pas si c'est un nouveau capitalisme, mais en tout cas, ces innovations permettent aussi de prendre en compte différents éléments. Oui, Sylvain Loradour. Oui, quand on parle de nouveau capitalisme ou pas d'ailleurs de capitalisme, on parle aussi de modèle. Donc tout l'intérêt de ce livre aussi, c'est de chercher à explorer comment on peut imaginer de nouveaux modèles. Voilà. Et juste un point sur aussi la tech et l'innovation en général, c'est que certaines des innovations captées ici vont faire pchit, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, on n'aura plus du tout d'usage, faute de financement par exemple. Mais au moment où on les détecte, c'est qu'elles sont capables potentiellement de changer un usage. Voilà. Donc c'est vraiment l'instant où on les détecte. Certaines vont vraiment décoller, des destins incroyables. D'autres vont disparaître. Voilà. Mais elles sont toutes capables de changer une société. Pourquoi elles disparaissent, celles qui disparaissent ? Alors pour 2 raisons. Il n'y a pas eu de financement. Voilà, financement, usage. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment pas la tech pour la tech. Ce qui nous intéresse, c'est l'usage qu'on en fait. Voilà. Avec quelle intention on va orienter les techs qu'on a fabriqués dans tel labo de recherche, dans telle université, dans telle start-up. Et d'ailleurs, certaines innovations ne sont pas liées à la technologie. Il y a aussi des innovations de moyens, il y a aussi des innovations de méthodes. Et régénérer,
c'est peut-être aussi régénérer des pratiques qui existaient ou qui existent et les remettre au goût du jour un peu partout sur la planète. Alors, on va prendre quelques exemples liés à cet Explore Summit que vous organisez, qui s'est tenu le 8 avril dernier à Paris, à la station F. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une start-up, une idée, je pense qu'il y en a eu plusieurs qui ont été sélectionnés, valorisés, qui ont reçu des prix, soit du public, etc. Est-ce qu'il y en a une spontanément? Choisissez pas la même qui vous vient à l'esprit. Je commence avec vous, Sylvain. Alors moi, une qui m'a vraiment frappé, et qui n'a pas été élue Grand Prix cette année parmi les 10 sélectionnés parmi les 100, c'est Nature LM, qui vise à instaurer un LLM sur le langage non humain. Donc le but c'est quoi? C'est de comprendre la nature de façon hyper fine, puisque le modèle a été entraîné, on sait que ChatGPT, et c'est un LLM entraîné sur le langage humain, tous les mots de l'humanité depuis les origines. Nature LM, c'est entraîné sur les sons de la nature, donc les sons des papillons, des baleines, etc. Bref, le but c'est pour les éthologues, donc les spécialistes du comportement animal, pour mieux comprendre la nature, mais aussi pour le grand public, pour pouvoir pénétrer cette dimension-là et arrêter de faire de la nature un environnement, un papier peint autour de nous, mais vraiment quelque chose que l'on connaît, quelque chose que l'on comprend mieux. Voilà, donc Nature LM. Vous êtes en train de nous dire que avec ça, je vais pouvoir parler baleine, quoi, en quelque sorte. Voilà, en quelque sorte, c'est ça. En tout cas, on comprend vraiment beaucoup plus finement le fonctionnement, la vie et le comportement. Ce qui permet évidemment de tisser des liens d'émerveillement ou alors de compréhension et donc d'envie de passer à l'action. Évidemment, et de défendre les dites baleines. Une autre innovation, une autre start-up qui a été citée, mise en avant. Une innovation, pour moi, alors celle qui m'a marqué, Ireo, qui est une innovation. Ireo, qui est ça. Une innovation. Ireo, qui vient Polynésie française ouais. Et qui permet en fait de mettre une application sans code hyper facilement à disposition de toutes les populations, alors indigènes, autochtones, je ne sais pas comment dire, mais il y a plus de 7000 langages dans le monde. Et l'intérêt, l'importance de les maintenir. On est encore dans le langage, sauf exactement. Que là, les langues autochtones. Exactement. En fait, se dire, on va mettre à disposition une application de manière extrêmement facile d'usage pour permettre d'apprendre, de continuer à laisser perpétuer, excusez-moi, ces langages autochtones qui sont une partie de la culture, une partie en fait de la richesse qu'on a dans notre monde, parce que le logos, c'est bien le lien qu'on a entre nous, entre les peuples. Alors il y a aussi les innovations qui ont été sélectionnées par le public. Il y en a deux, je vois ça, Bikibox et Concrete Supercapacitor. Tout à fait. Alors je sais pas, là aussi je vous laisse choisir. Moi, les deux. Alors ce qui est étonnant, c'est que c'est la première fois depuis qu'on consacre l'Explore Summit que 2 grands prix sont décernés en même temps. C'est-à-dire qu'on avait une voix d'écart dans le public entre ces deux. Donc vous vous êtes dit bon. Voilà, on va faire un grand prix ex aequo. Donc Bikibox, c'est un peu Cannes, sans le tapis rouge, mais bon, c'était Station Web, c'est un autre décor. Voilà, donc Bikibox est consacré à la fois à l'énergie et l'éducation. C'est une brique d'énergie qui à la fois diffuse du contenu. Donc c'est très intéressant parce qu'on mixe deux idées très très intéressantes et qui permettent de diffuser du contenu éducatif à peu près n'importe où. D'accord. Et Superconcrete Capacitor, très simplement, c'est un béton qui retient l'électricité, qui stocke l'électricité. On le sait que c'est une gageure pour le domaine de l'énergie. Donc 2 innovations sur l'énergie en quelque sorte, mais aussi pour l'une sur l'éducation. Qu'est-ce qui se passe après quand une innovation comme ça a été sélectionnée, a reçu un prix dans cet Explore Summit? Est-ce qu'il y a forcément des bonnes fées qui viennent autour du berceau? Ça veut dire des investisseurs? Déjà, le fait de donner de la visibilité comme ça, ça permet de rendre visible ce qu'on dit, ce qui parfois est invisible, de mettre un petit coup de projecteur, bien évidemment. Et nous, notre audience, puisqu'on accompagne tout un tas d'entreprises, alors essentiellement des grosses entreprises, parce que c'est historiquement avec plutôt le SBF 120 qu'on travaille, mais l'Explore Summit, c'est beaucoup de directeurs d'innovation, de transformation de ces groupes-là, qui peuvent découvrir ces innovations-là, qui peuvent s'en inspirer, qui peuvent peut-être s'en rapprocher pour faire et permettre des collaborations. Ça peut être des investisseurs, comme on le disait aussi, mais aussi tout simplement le fait de monter sur scène, même quand on est au tout début d'un projet, d'apprendre à pitcher, de pouvoir le confronter à des acteurs économiques qui vont venir vous challenger. Rien que ça, c'est une richesse incroyable, énorme, qui permet en fait à ces entreprises de continuer leur parcours par la suite. Et puis comme c'est un tour du monde un peu de l'innovation,
on a la chance de rassembler ce jour-là à l'Explore Summit des innovations des 4 coins de la planète et justement de se dire, voilà, quel prisme on a sur l'innovation selon l'endroit d'où elle est née. Est-ce que vous avez un peu plus de mal à convaincre sur cette urgence environnementale depuis quelques mois? Parce que moi, j'entends des discours un peu étonnants. C'était à la mode, mais c'est plus à la mode. On a d'autres priorités. C'est moins stratégique que ça l'était il y a 2 ans, etc. Alors, au-delà de ce qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire les votes des électeurs en Europe, des électeurs européennes ou aux États-Unis avec Trump. On entend effectivement des vents contraires. On a même entendu parler de backlash écologique et environnemental qui est réel. C'est une réalité. En revanche, nous, à la maison, on s'appelle La Maison, on a une fondation, on a un toit. Et justement, quand on dit qu'on rassemble ces acteurs du monde scientifique et du monde économique qui croient, qui ont envie de continuer à s'engager, je peux vous dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont quand même envie de garder le cap et qui souhaitent garder le cap. Et donc, quand ils sont là, derrière nous, pour essayer de faire parler de manière pluridisciplinaire, parce que c'est ça aussi à La Maison, des scientifiques, par exemple du CNRS, pour essayer de voir comment on peut mieux comprendre les ressources. Parce que l'eau, si on parlait que de l'eau, en l'occurrence, quand on voit le nombre de business, de modes de production qui sont dépendants de cette ressource naturelle, aujourd'hui, il y a une question d'adaptation, d'adaptabilité qui est indéniable. Et les entreprises, si elles ne s'adaptent pas, elles ne pourront pas être pérennes. Et il en va de leur souveraineté, de leur compétitivité également au niveau européen. Et ça, un certain nombre le gardent très bien en tête. Continue de l'avoir en tête. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle que ce livre, Regenerate Future, est donc publié par l'Observatoire Net Explo. Merci encore. Qui a changé de nom et qui s'appelle désormais La Maison 2050 Now, La Maison. Ah voilà, c'était l'ancien nom. Donc tout est cadré. Exactement. Merci beaucoup et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Prêt pour l'impact. Prêt pour l'impact, une personnalité qui compte dans l'économie française. 26 minutes d'entretien avec Benoît Hamon aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Singa Global et le président de ESS France, la Chambre française de l'économie sociale et solidaire, qui représente, on ne le sait pas forcément, c'est 2 700 000 emplois, c'est 13,7% du total des emplois privés en France. Et puis c'est des millions et des millions de bénévoles, 20 millions de bénévoles. Est-ce que c'est un modèle qui gagne du terrain ou qui est plutôt en stagnation? Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce modèle? Il gagne du terrain. Il gagne dans la dernière mesure du premier semestre 2024. En création d'emplois, l'économie sociale et solidaire surperformait dans l'emploi privé. Quand je dis surperformait, c'est que quand on regardait la moyenne de création d'emplois privés, il y en avait davantage dans l'économie sociale et solidaire que dans l'économie conventionnelle. Alors l'ESS, c'est quoi quand même, pour le redire? Ce sont toutes les entreprises qui sont non lucratives ou à lucrativité limitée. Ça ne veut pas dire qu'elles ne gagnent pas d'argent, elles réalisent des excédents, des bénéfices, mais ça veut dire qu'elles n'assurent pas de rendement au capital investi. Il n'y a pas de rémunération en dividendes d'actionnaires. Qui pose évidemment une question sur comment attire-t-on des investisseurs dès lors qu'on n'assure pas de rendement fort à ces investissements. Et la conséquence de cela, le fait que nous soyons dans un principe selon lequel les parts que l'on peut avoir dans une entreprise ne permettront pas de faire la bascule, un immense bénéfice au moment où on les revendra, c'est qu'il y a un principe qui est une personne égale une voix. Si nous sommes partenaires dans une même coopérative ou entreprise de l'ESS, si vous avez 10 parts et je n'en ai qu'une, vous aurez une voix, j'en aurai une. Et ça change la donne profondément. En fait, et ce qui est qui peut heurter dans l'appréciation qu'on peut avoir du fonctionnement de l'économie, mais ça veut donc dire que le montant de l'argent que vous mettez sur la table ne vous donne pas plus de pouvoir. L'exact inverse de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, d'ailleurs, où il y a une forme d'hubris, de démesure du capitalisme américain qui prétend le contraire, qui prétend d'ailleurs que l'argent que j'ai dans l'économie doit me donner aussi le pouvoir dans la politique. Elon Musk étant, et quelques-uns de ses compères étant le symbole de ça. L'ESS, c'est le contraire de cela. Et c'est effectivement 2 700 000 emplois en France. Et je vais vous donner une comparaison que j'ai découverte il y a peu de temps et qui est pour moi assez parlante. Quand on fait le chiffre d'affaires cumulé en 2023, je crois, qui a été réalisé par la Banque de France des startups françaises, des principales startups françaises. C'est 25 milliards d'euros.
chiffre d'affaires cumulé. Les startups qui ont leur salon, leur ministre. J'ai rien contre. Oui, c'est très bien. Le président de la République en parle régulièrement et sont le moteur d'une certaine économie. Économie avec des entreprises d'ailleurs qui peuvent changer de pavillon, devenir un jour américaines, alors qu'elles ont été françaises au début, singapouriennes, que sais-je encore. Mais bon, c'est un modèle économique, il a sa logique et beaucoup de lumière dessus. 25 milliards d'euros. Et l'ESS, c'est combien? Non, mais je veux juste prendre les coopératives. Qui sont même pas toute l'ESS, les coopératives. Le chiffre d'affaires cumulé des coopératives françaises, c'était 380 milliards d'euros. Donc, est-ce que vous avez l'impression que les coopératives françaises ont 10 fois plus d'attention? Je vous vois venir sur les pouvoirs publics, parce que vous avez été ministre de l'économie sociale et solidaire, c'était il y a une douzaine d'années. Donc c'est juste pour dire, alors je ne demande pas qu'il y ait un ministre des coopératives, mais c'est simplement pour dire que cette économie-là, elle a l'immense force d'être très territorialisée. Bien sûr. Avec des emplois non délocalisables. Elle est un élément de la souveraineté économique de la nation. Donc ça devrait être un enjeu de politique publique majeure. Et c'est pour ça que s'ouvrent des discussions sur la stratégie nationale de développement de l'ESS. La bonne nouvelle, c'est que la précédente Commission européenne avait reconnu l'économie sociale comme un des 14 écosystèmes industriels européens et a demandé que chaque pays se dote d'une stratégie nationale de développement. On démarre ce travail-là avec le gouvernement, mais jusqu'ici, l'État, depuis 10 ans, alors moi j'avais fait la loi il y a 10 ans, a eu une volonté ou intermittente ou désordonnée. Par exemple, je vais prendre un exemple, il n'y a pas d'alignement des doctrines entre BPI France, la Caisse des dépôts, l'État, et il nous manque en gros un partenaire, quoi. Et pour pouvoir avoir une stratégie, dans quel secteur insiste-t-on, quelle filière industrielle dans le domaine du recyclage, des énergies renouvelables structure-t-on davantage? Bon, voilà. Alors j'ai vu que depuis le mois de janvier, il y a un amendement qui a été porté par une sénatrice socialiste, la sénatrice de l'Ain, Florence Blatrix-Contat, qui a été votée au Sénat, pas encore voté à l'Assemblée. Alors c'était quoi l'idée? Les moyens budgétaires alloués à l'ESS présentés chaque année dans le cadre du vote du budget de l'État. Ça peut sembler technique, mais pourquoi est-ce que c'est une avancée? Pourquoi c'est potentiellement important? Oui, c'est important dans le sens où il faut qu'on arrive à objectiver ce que sont la réalité des concours publics à l'économie sociale et solidaire. Parce que le flou, nous, on préfère qu'on se mette d'accord sur un chiffre, sur des montants, que sur « Ouh là là, vous êtes très aidés, il faut rajouter ceci, cela, cela ». Et pour l'instant, comme c'est pas centralisé, on ne sait pas exactement où va l'argent public, quoi. Et nous, on voudrait rappeler que, par exemple, quand on aide le secteur de l'insertion par l'activité économique, j'enlève le mot « aide », quand l'État finance le secteur de l'insertion par l'activité économique, c'est pourquoi? Parce que ce secteur, les entreprises d'insertion, les chantiers d'insertion, va prendre des personnes très éloignées de l'emploi et à travers une activité qui est une activité marchande, l'aménagement de paysages, d'espaces verts, de la production, de la petite industrie, va vendre ses services, mais en faisant travailler des gens qu'il faut remettre en situation de pouvoir se former, acquérir des qualifications, des compétences. Donc, il rend un service à la société, c'est pour cela qu'il est financé. En réalité, quand on nous dit telle entreprise reçoit des subventions, elle est plus aidée que les entreprises conventionnelles, oui, mais parce que nous sommes délégataires d'une mission d'intérêt général. C'est-à-dire que nous endossons, nous, des missions que les autres entreprises n'endossent pas. Et qu'il me soit permis de dire, et c'est là où je voudrais tirer un peu la sonnette d'alarme sur un point. Dans le projet de budget qui avait été proposé par M. Barnier et qui n'a guère été modifié concernant l'économie sociale et solidaire par le gouvernement Bayrou, l'Union des employeurs de l'ESS, qui est l'UDES, qui est le principal syndicat employeur de l'ESS, donc des chefs d'entreprise, estimait que les suppressions d'emplois dans l'ESS en application de ce budget seraient de l'ordre de 186 000. C'est considérable. C'est un plan social diffus sur l'ensemble du territoire qui va amener une petite ressourcerie à se débarrasser de 2 salariés, un établissement culturel à se débarrasser d'1 ou 2 salariés, un club de sport à se débarrasser, etc., etc. Et là où je voudrais alerter, c'est que nous sommes dans un moment où, à juste titre, le président de la République a pris la parole et devant les menaces, la guerre commerciale avec les États-Unis, les renversements d'alliances et la trahison des États-Unis et d'ailleurs leur relais en France, le groupe Bolloré qui aujourd'hui se fait l'écho des positions russes et clairement dans ces stratégies-là, les menaces militaires qui existent
vont appeler à ce qu'à la fois les budgets militaires en Europe se renforcent, et donc il va bien falloir prendre l'argent quelque part. Bien sûr. Vont appeler à ce qu'on se dote d'une Europe de la défense, et moi j'approuve ces choix-là. Vous dites attention. Mais je dis non. Où on va chercher l'argent. Alors non, j'espère que ce ne sera pas sur les budgets sociaux. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que le président de la République a dit que nous rentrons dans une période d'effort. Je veux lui dire que pour que la nation s'unisse, il ne faut pas remettre en cause ces 1001 liens sociaux sur les territoires qui sont assurés par des entreprises de l'ESS qui sont coproductrices de l'intérêt général. Vous prenez des territoires en milieu rural, vous prenez des territoires urbains un peu isolés, enclavés, que sont certaines cités, et vous observez qu'il n'y a plus beaucoup de services publics, qu'il y a très peu d'économies conventionnelles. Et ce qui demeure, solide au poste, c'est une maison de retraite non lucrative, une crèche non lucrative, une ressourcerie, une recyclerie, une épicerie solidaire, un établissement culturel. Et l'économie sociale et solidaire qui assure à la fois l'activité économique, mais aussi l'intérêt général. Et ces 1001 liens sociaux derrière chaque emploi de l'ESS, s'ils sont remis en cause par des mauvais budgets, c'est aussi notre capacité à nous lier entre nous, à faire société, donc à faire nation, qui sera remise en cause dans une période d'efforts et d'épreuves. C'est pour ça que ces choix-là ont des impacts qui vont bien au-delà de la santé d'une seule entreprise. Ça rejoint cette interview que vous avez donnée au journal Libération l'été dernier. On était dans cette période où d'attente, il n'y avait pas encore de nouveau Premier ministre, un gouvernement qui expédiait les affaires courantes. Vous disiez aujourd'hui, c'est moins le casting gouvernemental qui importe, même s'il est important, que d'apporter une nouvelle méthode de gouvernement. Je ne vois pas comment un gouvernement, dans un tel contexte politique, peut trouver l'assentiment des Français sans travailler avec la société civile. Il faut faire un pas de côté et innover. Ce travailler avec la société civile, vous l'avez vu à l'œuvre, pas beaucoup, que ce soit avec Michel Barnier, qui n'a pas eu beaucoup de temps, ou avec François Bayrou depuis qu'il est là ? Si vous voulez. En fait, ce que j'aimerais dire, c'est que quand on réfléchit à démocratiser la France, quand on analyse que nos institutions fonctionnent mal, le réflexe que l'on a, parce qu'on est nourri au biberon de la Ve République, c'est de se dire il faut changer les institutions. Oui. Voilà. Bon. Ce débat-là est un débat intéressant, je ne le néglige ni ne le méprise, mais j'ai envie de dire que réfléchissons à la manière dont on peut aussi démocratiser l'économie, la manière dont on peut mieux associer à la fois les partenaires sociaux, mais aussi la société civile aux décisions qui concernent les Français. Parce que en réalité, on garde beaucoup de verticalité et on donne une forme de... Il y a une sacralisation du politique en France, que je connais bien d'ailleurs, qui amène à considérer que le politique est omniscient et omnipotent. C'est fini cela. Et il ne faut pas qu'on... Oui, en même temps, un mauvais budget, vous nous le dites, ça peut créer, ça peut provoquer la suppression de 150 000 ou 160 000 emplois. Absolument, mais il y a des responsabilités qui sont grandes. D'où l'importance de construire des décisions politiques avec les principaux concernés, c'est-à-dire celles et ceux qui vont devoir derrière mettre en œuvre des stratégies économiques, mettre en œuvre des créations d'emplois ou pas, des services d'intérêt général ou pas, etc. Et ce que je crois, c'est qu'il faut davantage démocratiser l'économie. Et ma conviction profonde, c'est qu'à un moment où de l'eau outre-Atlantique, mais ici aussi, certains vous disent, celui qui possède la richesse et la technologie doit pouvoir dire où doit aller le monde, considérant d'ailleurs, c'est intéressant, ce que font les Américains, c'est intéressant à observer. Et Elon Musk, par exemple, quand il supprime 60 milliards de dollars annuels de USAID, il dit quoi ? Pourquoi continuer à aider des populations improductives, là où cet argent serait plus utile à alimenter la création, les innovations et la richesse de ceux qui sont plus intelligents, de ceux qui sont en haut de l'échelle sociale, en haut de l'intelligence humaine. Eh bien, on a ce modèle-là qui existe aujourd'hui, où ces entreprises prennent le pouvoir politique. Eh bien, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut, plutôt que laisser ces entreprises remettre en cause les principes démocratiques des sociétés, il faut démocratiser l'économie. C'est ça que nous défendons, nous, dans l'ESS. Le principe de la démocratisation de l'économie, qui a été démarré à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. On est largement resté au milieu du gué, puisque, on va dire, depuis cette époque-là, il n'y a pas eu de véritable initiative pour tenter de mieux partager la décision dans les entreprises. Toutes les entreprises ne seront pas dans l'ESS, toutes ne seront pas non lucratives, mais il faut avoir un objectif au regard de la résilience de ce modèle et de son importance dans les épreuves à venir pour la nation et pour l'Europe. Il faut avoir un objectif
d'augmentation de la part de l'ESS dans le PIB. Aujourd'hui, c'est 10% du PIB, 2 700 000 emplois. Nous devons avoir un objectif, qu'il y ait davantage d'entreprises de l'ESS, coopératives, fondations, mutuelles, entreprises associatives, sociétés commerciales de l'ESS, beaucoup plus de transformation d'entreprises conventionnelles en entreprises de l'ESS. Parce que ce sont des entreprises plus démocratiques que les autres. Et qu'elles rendent par leur fonctionnement et qui rendent un service à la société. Absolument. Voilà. En étant plus démocratiques, elles fabriquent aussi un travailleur, citoyen, plus doué pour le dialogue, plus doué pour le compromis, plus doué pour la responsabilité et avec des opinions moins polarisées. Ouais. Et je pense que ces services-là sont des services absolument précieux. Et on a là, et je voudrais vous en convaincre, je crois que d'ailleurs le patronat français commence à voir ces choses-là et c'est intéressant. C'est un atout incroyable pour la France d'avoir une ESS aussi forte. On est parmi les seuls dans le monde à avoir tous les modèles d'entreprise de l'ESS. Ailleurs, vous trouverez principalement des coopératives ou principalement des associations. En France, on a à peu près toute la palette. La loi que j'avais fait voter entre 2012 et 2014 a servi de modèle à plusieurs pays. On est considéré comme un des pays qui est parmi les plus innovants sur les questions sociales. L'innovation sociale est dans le cœur de nos modèles. C'est un atout considérable. Ouais. Est-ce que c'est aussi un moyen de garder ce modèle social qui est aussi spécifiquement français, mais qui coûte cher ? C'est-à-dire qu'on est à 3 300 milliards de dettes. Est-ce que le fait de promouvoir l'économie sociale et solidaire, qui joue, vous nous le dites, qui remplit des missions de service public, c'est un moyen de faire perdurer, de sauvegarder ce modèle social, d'après vous ? Oui, mais alors après, il faut faire attention. Je veux dire, on nous dit oui, l'ESS, c'est intéressant, etc. C'est surtout, pour l'instant, moi j'observe, l'État décide d'une taxe sur les mutuelles d'1 milliard d'euros, pérenne. Alors là, pour le coup, c'est pas une taxe temporaire, 1 milliard d'euros pour réduire les déficits. Donc là, c'est un prélèvement sur ce que moi, comme assurés sociaux, avec une complémentaire santé, on a cotisé, et cet argent-là, une taxe est mise en place. Donc ça fragilise ces modèles-là, j'en profite pour le dire. Mais ce que je crois, c'est que il faut surtout qu'on se convainque collectivement qu'on a là un véritable atout, et qui... vous parlez des missions d'intérêt général, mais... Aujourd'hui, ces services qui sont rendus, les Français ne pourraient pas s'en passer. Et la question est de savoir, d'ailleurs, je pose la question, j'ouvre le débat, si vous le souhaitez, est-ce que, par exemple, dans le domaine du grand âge, ou de la prise en charge des personnes vulnérables, après le scandale Orpea, après le scandale dans certaines crèches lucratives, les uns et les autres, indépendamment de nos opinions partisane, de droite ou de gauche, on ne peut pas se mettre d'accord dans un nouveau compromis social pour dire que les établissements qui prennent en charge ces personnes-là doivent être ou publics ou non lucratifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer au dé la dignité des personnes âgées, dépendantes, qui peuvent être demain nos parents, qui seront nous-mêmes, jouer au dé sur un tapis où un jour, un conseil d'administration décidera qu'il faut remonter des dividendes et que s'il faut les remonter, et que ça se fait au détriment de la santé et de la dignité des personnes, c'est pas grave. C'est ce qui s'est passé, là. Mais, bien sûr. C'est ce qui s'est passé. Et mettre à l'abri des personnes vulnérables, tout petits ou âgés, ça me semble être une certaine idée, puisqu'on parle beaucoup d'identité nationale, de civilisation, une certaine idée qu'on pourrait partager de la fin de vie ou du début de la vie. Et voilà, peut-être un champ dans lequel on attend que les politiques s'expriment, qu'ils agissent enfin, et qu'ils aident l'ESS qui a des compétences, de l'expertise, à proposer des solutions. Est-ce que c'est possible? Dans les Landes, le département des Landes, il n'y a pas un EHPAD lucratif. Voilà. Ils l'ont voulu. Ça existe, ça marche. C'est public ou non lucratif. D'accord. Voilà. Le modèle de l'ESS appliqué pour les plus âgés et pour les plus petits. Il nous reste une dizaine de minutes. On va parler de Singa Global. Vous êtes le directeur général de cette ONG internationale qui œuvre pour l'intégration et l'inclusion de personnes réfugiées ou nouveaux arrivants. C'est quoi, avec vos mots à vous, la mission de Singa? Et puis pourquoi vous y êtes allé? Je vous ai déjà reçu ici, je vous ai déjà posé la question, mais ça m'intéresse de vous entendre. C'est vent de face en ce moment. Oui. Pour nous sommes une ONG, donc une association internationale, puisque nous sommes présents dans 7 pays. Nous travaillons principalement avec des grands financeurs privés.
certains aujourd'hui se retirent de leurs engagements en raison de ce qui se passe outre-Atlantique, ou parce qu'ils sont présents sur les marchés américains, ou parce qu'ils s'autocensurent, ou parce que leurs engagements répondaient à des modes, j'imagine. C'était la mode de faire de l'inclusion, maintenant comme ça l'est plus, on arrête. Je le dis parce que c'est aussi ça qu'on observe. Et donc, ça existe. Et donc, c'est plus dur pour nous. Nous, on est engagés dans l'inclusion des personnes réfugiées à travers l'entrepreneuriat. Donc, chaque année, on sortit de nos incubateurs et accélérateurs. Il y a des centaines d'entreprises créées par des personnes réfugiées ou nouvelles arrivantes qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse. Bon, ça, c'est ce qu'on fait. Ouais. Et ça, ce discours-là, on l'entend très peu. Nous, on essaie de le porter de temps en temps ici, mais c'est plutôt le discours inverse, effectivement, sur l'immigration. C'est positif. C'est que toute chose crée son contraire. Les vilains sont très vilains aujourd'hui. Et moi, ils me font pas peur. En plus, je trouve que, je veux dire, entendre Musk et Trump, c'est une insulte à l'intelligence tous les jours. Ce que j'aimerais, c'est que j'en profite pour le dire, c'est que ça n'a rien à voir. Je profite parce que j'y pense là. C'est que quand on voit ces investissements dans l'intelligence artificielle, formidable, et que l'Europe le fasse aussi. Mais moi, je pense que là où on met 1 euro dans l'intelligence artificielle, il faut en mettre 2 sur l'intelligence humaine, l'éducation et la formation. Parce qu'on voit bien que l'intelligence artificielle, entre les mains de gens qui n'ont aucun scrupule et de quelques crétins à côté, ça peut être extrêmement dangereux. Bon, je reviens à fin de la parenthèse sur les euros investis, mais là où c'est vent de face, et là où c'est positif, c'est que ce qui se passe aux États-Unis et dans une grande partie du monde occidental crée son contraire chez nous. Il y a des entreprises qui renforcent leurs engagements. Alors je vais donner des noms maintenant. Ah mais allez-y, oui. Je ne vais pas faire du name and shame, je vais faire du name and glorify. Le Crédit Mutuel, à travers sa fondation, a un engagement sur les questions d'inclusion qui est remarquable. Continue dans le temps, ils agissent en faveur de l'économie sociale et solidaire. Le groupe L'Oréal, avec lequel nous travaillons, fait sur ces questions de diversité et d'inclusion. Nous l'observons chez eux, comme dans leur partenariat, une action qui est une action remarquable. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que celles et ceux à qui, d'ailleurs, ils vendent leurs produits ont toutes les couleurs, toutes les textures de cheveux, toutes les cultures, et que il est absurde de décréter qu'une partie de l'humanité doit dominer toutes les autres. C'est ce que font aujourd'hui les Américains, les Russes, d'ailleurs, et quelques autres. Donc, moi, je les cite, le groupe Generali d'assurance, eux aujourd'hui engagés aux côtés de Singa, et maintient son engagement à travers sa fondation de Human Safety Net. Donc, il y a des gens qui ne marchent pas dans ce discours selon lequel, parce que Trump gronde, il faut rentrer la tête dans les épaules. Le repli sur soi, quoi. Oui, et qui préfèrent, alors conservons notre business et taisons-nous sur le reste. Et qui ne sont pas en train de brandir ces entreprises un pavillon en disant on est contre l'administration américaine, mais qui maintiennent un engagement en faveur de l'inclusion. Et il me plaît de souligner l'engagement renouvelé de ces groupes qui sont d'ailleurs ou de l'ESS ou pas, parce que je préfère retenir ces éléments positifs dans des périodes où ça tourbillonne et où on a vent de face, que vous faire la litanie des mauvaises nouvelles qu'on a, par ailleurs, qui Mais on a bien compris que le vent était de face. Chaque semaine, on demande à notre invité, et vous le ferez pour Caroline Néron, la présidente du mouvement Impact France, qui sera à votre place la semaine prochaine, de poser une question au grand entretien, à celui qui pratique le grand entretien. C'était Mercedes Serra, la présidente de l'agence BETC la semaine dernière. Voici sa question. Bonjour Benoît. Alors je connais très bien votre travail actuel, votre travail sur Singa, mais votre travail sur toute la réflexion sur le sociétal, l'impact. Mais il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir comment est-ce que votre travail a plus d'impact. Comment on fait pour que la France, pour que la politique française soit davantage concernée par ces questions, en particulier cette question de la diversité. Il me semble qu'on a du boulot. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on ait un rôle plus important, peut-être un rôle politique pour demain ? Il y a toujours la question de est-ce que Benoît Hamon va refaire de la politique, mais ça c'est pas pour moi la plus importante, c'est sur l'efficacité et voilà, où est-ce que vous avez le sentiment d'avoir le plus d'impact aujourd'hui dans ce que vous faites? Il y a 12 ans quand vous étiez ministre. Mercedes Serra qui pose la question parce qu'elle, sur ces questions, elle est particulièrement engagée, oui. Et donc voilà, c'est pas du fake, quoi. Donc bon, merci à elle. Moi je vais être très concret. Moi je pense que tout ce que je viens de vous dire a très peu d'impact.
Au sens où, dès qu'on parle d'immigration, en fait, on renforce les polarisations. Ceux qui sont contre sont encore plus contre, même quand on leur met des preuves sur la table, et ceux qui sont pour seront encore plus. Puis au milieu, on doute. Donc, je pense que ce que je peux vous dire, ça fait partie du plaidoyer, c'est utile, mais ce qui a de l'impact, c'est la personne, en tout cas pour Singa, qui va créer son entreprise. Oui. C'est l'efficacité de l'incubateur, quoi. Rendre des services. Souvent, les sujets sur lesquels les entreprises sont créées partent de l'observation par ces entrepreneurs de défaillances dans nos sociétés, notamment sur les questions d'inclusion, et ils réparent des problèmes qu'ils ont observés dans leur inclusion difficile. Et en clair, une famille kurde qui reprend une boulangerie au cœur de la Creuse aura beaucoup plus d'impact que je n'en ai. Pourquoi ? Parce qu'elle transforme le regard qu'on a sur la migration. En fait, et c'est là où souvent dans les discussions qu'on a avec nos financeurs, ils nous disent, bon, alors sur les données d'impact, combien avez-vous créé d'entreprises ? Et on leur dit, mais ça, c'est pas l'impact, c'est les résultats de notre programme. Mais nous, voilà, on sait vous dire, en sortie d'accélération, quels sont nos chiffres. L'impact, c'est autre chose. C'est cette activité-là, qu'est-ce qu'elle a changé ? Transformé la perception qu'on a des migrations, là où elles sont vécues comme négatives et menaçantes, voit-on les opportunités, le potentiel, les solutions qu'il y a derrière ces migrations aux problèmes qui sont les nôtres. Ouais, et alors, il y a quand même le plaidoyer, il est important avec ce chiffre qui est toujours frappant. Je vais le redonner, c'est un classement des fortunes de chez Forbes. Parmi les 500 premières entreprises américaines, 43% ont été fondées ou cofondées par des immigrés de première ou de deuxième génération. C'est un peu la même chose en France ou en Europe, d'une façon moins marquée ? Alors, sur la tech, il y a énormément de personnes nouvelles arrivantes, migrantes, d'étrangers aussi, parce qu'il y a une différence entre immigrés et étrangers, parce que les immigrés comptent les personnes naturalisées. Par exemple, la première nationalité, le sait-on, des immigrés en France, c'est française. Puisqu'il y a 2,5 millions de personnes qui ont été naturalisées, et elles sont toujours comptabilisées dans ces 10,7% de migrants en France, c'est le terme utilisé par l'INSEE, par les Nations Unies. Bon, je ferme la parenthèse. Mais donc il y a dans la tech une surreprésentation, c'est vrai dans toute l'Europe. Et en France, on avait nous une statistique sur laquelle on aimerait bien travailler. Il reste une minute, il faut conclure avec ça. 15% des créateurs d'entreprises en France sont des étrangers. Donc il y a une surreprésentation des étrangers dans la création d'entreprises. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent le déclassement professionnel. Il faut en moyenne, en France, sachez-le, 10 ans à une personne immigrée pour retrouver son statut social d'origine. J'étais architecte, prof ou infirmier. Avant que je retrouve un statut comparable, il me faut 10 ans. Donc c'est loin d'être l'Eldorado contre. Les gens viendraient pour les aides sociales, tout ça, blablabla. C'est pas vrai. C'est pas l'Eldorado qu'on raconte. Et puis, bon, sachons-le, moi sur ces sujets, on aura l'occasion d'en reparler. Il y a de moins en moins d'actifs pour cotiser, de plus en plus d'inactifs. Sans l'immigration, ce sera la retraite à 68 ans et la baisse des pensions des retraités à horizon de 2030. Donc, tout dirigeant qui vous dit qu'il faut baisser l'immigration, il faut lui dire qu'il s'engage sur la retraite à 68 ans et la baisse des pensions des retraités. Quand les gens sauront ça, peut-être qu'ils réfléchiront différemment aussi à la question des migrations. Merci beaucoup, Benoît Hamon, et à bientôt sur Merci à vous. Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas avec Karl Zanclan, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Kileo, créé en 2022 avec Anne-Laurence Zanclan, votre épouse. Et avec quelle idée ? C'est quoi Kileo ? Kileo, on est parti de deux constats. Le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, la finance, la banque, est l'angle mort de l'action climatique. Si je vous donne un chiffre, c'est que depuis les accords de Paris pour le climat, par exemple, les banques françaises ont octroyé près de 350 milliards de dollars aux énergies fossiles, ce qui est contraire à ce que les entrepreneurs défendent. Et ensuite, le deuxième constat, c'est qu'aujourd'hui, les produits bancaires qui existent sur le marché sont opaques, rigides et ne répondent pas aux besoins des entrepreneurs qui souhaitent réinventer notre économie. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer Kileo, qui est une alternative bancaire dédiée aux micro-entreprises, aux indépendants, aux entreprises qui ne souhaitent plus sponsoriser la fonte des glaces, ni booster l'effet de serre, mais plutôt financer la transition écologique. Donc ce sont uniquement des comptes pro.
on peut ouvrir son compte, c'est ça? Alors depuis quelques jours, je crois que ça y est, Effectivement. Vous avez passé la phase recherche et développement. On peut ouvrir son compte, avoir une carte bancaire. C'est uniquement réservé aux pros. Pourquoi les pros? Effectivement, c'est uniquement réservé aux pros parce qu'en termes d'ordre de grandeur, si on veut vraiment agir pour avoir de l'impact, la masse monétaire qui passe dans les entreprises, si on la décarbone, on va mieux atteindre les objectifs des accords de Paris pour le climat. Et c'est pour ça qu'on a choisi le volet des pros. Où va l'argent de vos clients? Par quoi ça passe pour être sûr que je ne finance pas les énergies fossiles? Aujourd'hui, l'argent que les clients déposent chez Kileo, nous, à notre tour, nous les déposons auprès de Arkea Bank, qui est un groupe bancaire mutualiste breton et qui est la seule en Europe à publier ses résultats extra-financiers et à démontrer que l'argent de ses clients finance la transition écologique. Donc Arkea Bank, qui a une politique stricte d'exclusion des énergies fossiles. Est-ce que cet argent, il rapporte autant? Je me mets à la place d'un entrepreneur qui, certes, se dit je ne veux plus financer les énergies fossiles, mais je veux quand même que ça me rapporte un peu. Est-ce qu'on peut allier cet impact positif et la performance financière? Effectivement. Aujourd'hui, on est convaincu chez Kileo au fait que les entrepreneurs n'ont pas à choisir entre la performance financière et puis les convictions écologiques. Et c'est pour ça qu'on a créé cette alternative qui le permet, par exemple, de pouvoir gagner en agilité, de pouvoir opérer des opérations de paiement, de pouvoir avoir des outils de précomptabilité pour gagner du temps, mais aussi avoir de l'impact sur leurs dépôts. Et donc, on a créé le compte pro qui est nouvelle génération, qui permet aux entrepreneurs d'agir sans rogner sur leurs valeurs. Avec une carte bancaire qui respecte ses principes, elle n'est pas en plastique, c'est ça? Effectivement, la carte que nous proposons aujourd'hui, la carte de paiement Kileo, c'est une carte en bois de cerisier naturel qui a été produite de façon éco-responsable dans les forêts européennes et qui n'est pas une carte comme les autres, parce qu'elle permet aux clients aujourd'hui que nous avons, lorsqu'ils utilisent ces cartes ailleurs, c'est un outil de paiement, mais chez nous, chaque euro dépensé, nous reversons une partie de nos bénéfices générés par les paiements à des projets de développement durable que les utilisateurs choisissent déjà dans l'application Kileo. D'accord, donc vous avez, vous, sélectionné un certain nombre de projets avant de pouvoir les proposer aux clients, c'est ça? Effectivement, nous avons une approche 360 degrés qui nous a permis de pouvoir identifier des causes sur le volet environnemental, l'efficacité énergétique par exemple la mobilité durable, des projets par exemple dans les énergies renouvelables et sur le côté social, des projets par exemple d'aide aux personnes à mobilité réduite ou les familles monoparentales. Et donc dans l'application, les utilisateurs ont le choix de choisir les causes qui les tiennent à cœur et nous leur apportons cette approche 360 degrés. Merci beaucoup Karl Zanclan et bon vent à Kileo, donc, qui est d'une certaine façon toute jeune entreprise puisque voilà, les services sont disponibles depuis quoi? Depuis quelques jours, c'est ça? Les services sont disponibles depuis le 7 avril dernier. Donc c'est tout récent. Merci et bon vent à Kileo. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et merci à Alexis Mathieu, Marie Billa et Juliette Milierina qui s'occupent de la production et de la programmation de cette émission. Et puis aujourd'hui, le réalisateur, c'était Angèle Jean-Girard et le preneur de son, l'ingénieur de son, c'était Saïd Mamou. Merci et à demain sur Be Smart for Change. Salut!